Né avec Haïti-Pal. Restez toujours connectés avec nos différentes chaînes sociales. Écoute, ma chérie, installe-toi confortablement. Ce que je m'apprête à te raconter, c'est mon histoire. Mais pas n'importe laquelle. C'est l'histoire de comment j'ai dû tout perdre, pour enfin tout gagner. Assieds-toi, prends un jus, et laisse-moi te parler. Je m'appelais Isabelle, mais tout le monde m'appelait Bella dans mon quartier de Coral Gables, à Miami. J'étais cette femme que tu voyais dans les magazines de luxe, celle qui sortait des boutiques Chanel avec des sacs pleins les bras, celle qui organisait des galas de charité où le champagne coulait comme de l'eau. Mon père, Dieu ait son âme, avait fait fortune dans l'immobilier. À 35 ans, j'étais à la tête d'un empire. Ma maison ? Une villa de 8 chambres avec piscine à débordement, vue sur la baie. Mon garage ? Une Porsche, une Range Rover et une petite Mercedes pour faire les courses, soi-disant. Je sortais avec des avocats, des médecins, des héritiers. Des hommes avec des Rolex et des sourires trop parfaits. Et pourtant, le soir, quand je me démaquillais devant mon miroir en cristal de roche, je voyais une femme seule. Terriblement seule. Je me souviens d'un soir de décembre, j'avais invité 80 personnes pour mon anniversaire. Le lendemain matin, dans ce grand lit vide, j'ai réalisé que personne ne m'avait demandé si j'allais bien. Personne ne m'avait demandé si j'étais heureuse. C'est là que j'ai pris une décision qui a fait hurler ma comptable et mon thérapeute. J'ai décidé de me faire pauvre. Mais vraiment pauvre. Pas du genre pauvre avec un compte en Suisse. Non. Du genre à devoir compter mes sous pour acheter du riz. Pendant 18 mois, j'ai organisé ma propre faillite. J'ai vendu la villa, les voitures, les bijoux. J'ai licencié tout mon personnel, un par un, en leur donnant des indemnités qu'ils n'oublieraient jamais. J'ai dit à mes amis que je partais en cure de désintoxication dans un endroit très discret. En réalité, j'ai pris un vol pour Port-au-Prince, Haïti. Pourquoi Haïti ? Parce que c'est la terre de mon arrière-grand-mère, parce que je voulais connaître mes racines, mais surtout parce que je voulais un endroit où personne ne me connaissait. Où personne ne savait qu'Isabelle Delacroix valait 50 millions de dollars. L'avion a atterri à l'aéroport international Toussaint Louverture par une chaude matinée de juillet. La chaleur m'a frappé comme une gifle en sortant de l'avion. L'odeur du fuzel, des épices, de la poussière. C'était le monde à l'envers. Je m'étais trouvé une petite chambre à Bel Air. Pas le Bel Air de Los Angeles, hein. Le vrai Bel Air, celui de Port-au-Prince. Une petite pièce humide avec un lit en métal rouillé, un ventilateur qui toussait plus qu'il ne rafraîchissait, et des murs où les lézards faisaient leur gymnastique matinale. La première nuit, j'ai pleuré. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en entendant les rats courir dans le plafond. Je me suis demandé ce que je faisais là. J'avais envie de tout abandonner, de rappeler mon avocat, de dire que c'était une erreur, une crise de la quarantaine un peu trop poussée. Mais le matin, en buvant mon café amer dans une tasse ébréchée, j'ai regardé par la fenêtre. J'ai vu les marchandes assises sur leur chaudière, vendant leurs légumes avec des sourires si grands qu'ils illuminaient la rue. J'ai vu les petits garçons jouer au football avec une balle de chiffon. J'ai vu la vie. La vraie vie. Pas celle des galeries climatisées. Et c'est là que je l'ai vu pour la première fois. Il s'appelait Jean-Marc. Il traversait la grande rue avec une élégance naturelle, sa chemise blanche impeccable malgré la poussière, ses yeux rieurs, sa peau couleur miel. Il s'est arrêté pour aider une vieille dame à porter ses sacs. Moi, j'étais là, avec ma robe achetée au marché en solde, mes cheveux mal attachés, en train de marchander une demi-livre de riz pour 40 gourdes. Nos regards se sont croisés. Il a souri. J'ai souri. C'était idiot. C'était simple. C'était tout. Ou péagène personne pour aider ou, m'a-t-il demandé. Tu n'as personne pour t'aider ? J'ai secoué la tête. Il a payé mon riz. 40 gourdes. Moins d'$1. Et pour moi, ça valait plus que tous mes sacs Chanel réunis. Jean-Marc était professeur d'histoire dans un petit collège de Pétionville. Il gagnait à peine de quoi vivre, vivait dans une maisonnette avec sa mère et ses 2 jeunes sœurs. Il lisait Frantz Fanon et Dany Laferrière. Il rêvait d'un Haïti meilleur, d'une éducation pour tous, de jours plus doux.
Nous avons commencé à nous voir. D'abord autour d'un jus de canne au Champ de Mars, puis des promenades au Fort Dimanche, des discussions interminables sur une terrasse à Kenskov quand il pouvait économiser assez pour nous payer le tap-tap jusqu'en haut. Pendant 6 mois, j'ai vécu cette vie. Je lavais mon linge dans une bassine. J'apprenais à faire le riz collé avec des pois, comme les haïtiennes. J'écoutais les commérages du quartier, je participais aux prières du soir avec les voisines, j'allais chercher de l'eau au camion-citerne. Mais on ne peut pas cacher éternellement qui on est. Un jour, un ancien employé de mon père, un Haïtien qui avait travaillé chez nous à Miami, m'a reconnu au marché de Croix-des-Bossalles. Il est resté figé, bouche bée, en me voyant compter mes quelques gourdes pour acheter des bananes pesées. « Mademoiselle Bella ? C'est vous ?» J'ai voulu nier, mais c'était trop tard. Le soir même, tout le quartier savait. Sauf Jean-Marc. C'est sa mère qui a fini par l'apprendre. Une cousine éloignée travaillait chez une dame dont le fils avait connu quelqu'un. Tu vois le tableau, non ? En Haïti, les nouvelles voyagent plus vite que l'électricité. Et encore, l'électricité, c'est pas tous les jours. La mère de Jean-Marc, maman Lucie, est venue me voir un après-midi. Une femme imposante, avec un regard qui transperçait les âmes. Alors comme ça, où se gros-neiges-ce ? Alors comme ça, tu es une riche ? J'ai baissé la tête. Tu joues à la pauvre avec nous ? Tu te donnes en spectacle ? Mon fils mérite-t-il qu'on se moque de lui comme ça ? Les mots étaient durs. Plus durs que tout ce que j'avais entendu dans mes conseils d'administration. Plus humiliant que tous les regards en biais des vendeuses du Design District. Je suis partie en pleurant. Je suis restée 3 jours dans ma chambre sans sortir, sans répondre aux appels de Jean-Marc. Quand Jean-Marc a découvert la vérité, ça a été pire. Pas parce qu'il était en colère que j'ai été riche. Mais parce que j'avais menti. Parce que j'avais fait semblant d'être une autre. Tu crois que l'amour s'achète avec des comptes en banque ? Tu crois que je t'aimais pour tes pauvres 40 gourdes ? Il est parti. Il m'a laissé là, au milieu de la rue, sous un soleil de plomb, avec pour seul témoin une marchande de fritais qui secouait la tête en répétant « ça c'est la vie, c'est la vie ». Ses amis ? Ils le charriaient sans pitié. Alors Jean-Marc, c'est pour ça que tu cours après elle ? Tu veux être entretenu ? Faut couper à kite blanc en prend tes où ? Il ne faut pas que la blanche te monte à la tête. Sa famille ? Encore pire. Ses tantes, ses cousins, tout le monde y est allé de son commentaire. L'IP à bon pou, l'IP à Nanclaou. Elle n'est pas bonne pour toi, elle n'est pas dans ta classe. Comme si l'amour connaissait les classes sociales. Et moi, dans tout ça, j'étais là, étrangère 2 fois, étrangère à ce pays, étrangère à cette pauvreté que j'avais choisie, étrangère à leur code que je ne maîtrisais pas. C'est une vieille dame de mon quartier, Tida, qui m'a tendu la main. Elle m'avait vu pleurer trop souvent, elle m'avait vu me débattre avec le réchaud à charbon, elle m'avait vu essayer d'apprendre le créole en écorchant chaque mot. Petite, m'a-t-elle dit un soir, si ou rend mon lit, paix à l'âge. Men j'en fais baguella. Petite, si tu l'aimes, ne lâche pas. Mais il y a une façon de faire les choses. Elle m'a parlé de prière, de cérémonie, de ce qu'on appelle là-bas jeter sort. Jeter un sort. Pas un mauvais sort, pas pour faire du mal. Mais pour ouvrir les chemins, pour que l'amour puisse passer. J'étais sceptique. Moi, la femme moderne, diplômée, rationnelle, j'allais consulter un Hungan ? Mais quand on a tout perdu, quand on a tout essayé, on devient prête à tout. Tida m'a emmené chez un Hungan à Léogane, un homme âgé avec des yeux qui semblaient voir au-delà du monde visible. Il a fait brûler des herbes, réciter des prières, tracer des dessins avec de la farine de maïs. Il m'a donné un bain de feuilles, une bougie à allumer pendant 9 vendredis, et un conseil simple, sois toi-même. Pas ta richesse d'avant, pas ta pauvreté d'aujourd'hui. Toi. C'est elle qu'il aime. 8e partie, le retour de Jean-Marc. Jean-Marc est revenu un soir de septembre. La pluie tambourinait sur les tôles, l'électricité était coupée, le quartier baignait dans l'obscurité trouée par quelques lampes à pétrole. Il était trempé, essoufflé d'avoir couru. Je ne peux pas t'oublier, m'a-t-il dit simplement. Je ne veux pas t'oublier.
Je me fiche de qui tu étais avant. Je me fiche de ton argent. Je me fiche de ce que disent les gens. Je veux toi. Juste toi. J'ai pleuré. Lui aussi, je crois, dans la pénombre. Nous avons passé la nuit à parler, vraiment parler. Je lui ai raconté ma vie à Miami, mes soirées solitaires dans les soirées mondaines, mon besoin viscéral d'authenticité. Lui m'a parlé de ses peurs, de la pression familiale, de ce qu'on dirait de lui s'il épousait une blanche américaine. Mais tu n'es pas blanche, m'a-t-il dit en riant. Tu es plus haïtienne que beaucoup d'Haïtiens maintenant. Tu sais faire le riz-collé, tu supportes les coupures d'électricité sans râler, tu marchandes comme une vraie marchande de fruits. Nous avons décidé de nous marier. Mais pas n'importe comment. Pas à la mairie de Miami, pas dans une cathédrale. Non. Nous avons organisé un mariage traditionnel, dans la cour de sa mère, avec toute la famille, tous les voisins, toute la rue. Sa mère a fini par accepter. Pas tout de suite, hein. Il a fallu des discussions, des pleurs, des crises. Mais quand elle m'a vu arriver avec mes modestes cadeaux, quand elle m'a vu aider à préparer le repas sans me plaindre, quand elle m'a vu danser le compas avec autant d'ardeur que les autres femmes, elle a compris. Le jour du mariage, j'avais une robe simple achetée au marché, des fleurs dans les cheveux, et un collier en perles que Tida m'avait offert. Pas de diamants, pas de couturier, pas de limousine. Mais quand Jean-Marc m'a regardé, j'ai vu dans ses yeux tout l'or du monde. Mes amis de Miami ? Certains n'ont jamais compris. Tu as tout quitté pour un prof d'histoire en Haïti ? Mais tu es folle ? D'autres, les vrais, sont venus. Ils ont découvert un pays qu'ils ne connaissaient pas, une culture qu'ils méprisaient sans le savoir, un amour qu'ils ont fini par envier. Aujourd'hui, je vis entre deux mondes. Nous avons ouvert une petite école à Pétionville avec une partie de l'argent que j'avais mis de côté, celui que même mon avocat ne connaissait pas. Jean-Marc est directeur, je m'occupe des financements et de la logistique. Nous avons 2 enfants, qui grandissent bilingues, biculturels, qui savent aussi bien manger un burger à Miami que préparer le diri à KPWA chez Maman Lucie. Parfois, le soir, sur notre petite terrasse, je regarde les étoiles et je repense à tout ce chemin. À cette femme riche et seule dans sa villa, à cette femme pauvre et vivante dans sa chambre humide, à cette femme aimée que je suis devenue. L'argent ? Il est revenu, d'une certaine façon. Mais il ne me définit plus. L'amour ? Il est là, simple et fort comme un matin haïtien. Et toi, ma chérie, tu me demandes si je regrette quelque chose ? Je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Alors voilà, c'est mon histoire. Pas un conte de fées. Pas une leçon de morale. Juste l'histoire d'une femme qui a compris que parfois, pour trouver le trésor, il faut d'abord perdre toutes ses richesses. Elle se lève, va à la cuisine, revient avec 2 verres de jus de fruits. Santé, ma belle. Et souviens-toi, l'amour véritable ne se trouve pas dans un compte en banque. Il se trouve dans un regard, dans un sourire, dans un bonjour le matin, dans un cœur qui bat pour toi, peu importe où tu es, peu importe ce que tu as. Elle sourit, les yeux brillants. Ah, et si jamais tu veux apprendre à faire le bon riz-collé, je suis là. Maman Lucie m'a enfin transmis sa recette secrète. Mais ça, c'est une autre histoire.